L'épouse infidèle a dit, soyons juste amis, après un voyage entre filles. J'ai répondu, en fait. Elle est devenue folle. Votre spectacle est terminé. C'est maintenant à mon tour de monter sur scène. Le son de sa voix a fendu l'allégresse, changeant instantanément l'ambiance. Eleanor parlait d'un ton doux empreint de précision, arrêtant toute conversation comme si un vent froid avait soufflé. La pièce, baignée dans la lueur ambrée des bougies et des lumières suspendues, avait semblé chaleureuse quelques instants auparavant. Maintenant, ce confort avait disparu. Un frisson soudain a parcouru l'échine de Flash. Elle s'est levée lentement, l'ourlet de sa robe frôlant le bord de la chaise, levant son verre avec une grâce étudiée. Ses yeux ne brillaient pas de joie ou d'ivresse. Ils rayonnaient d'une résolution inébranlable. Calmement, délibérément, elle a balayé la foule du regard. Tous les visages étaient tournés vers elle, attendant un toast joyeux ou une remarque tendre. Je sentais ce règlement de compte se rapprocher depuis longtemps. Peut-être qu'il s'était tranquillement construit pendant des années sous la surface. Mais l'entendre maintenant, au milieu des arrangements en forme de cœur de rose rouge et de l'écho des rires encore suspendus dans l'air, m'a frappé plus durement que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai quelque chose à dire, a-t-elle annoncé. L'atmosphère s'est figée. Les verres se sont immobilisés en l'air, intacts. Les sourires se sont glacés sur place, soudainement creux. Elle a jeté un autre regard circulaire sur la pièce avant que ses yeux ne rencontrent les miens et s'y attardent. Elle n'a pas fléchi. Sa mâchoire s'est serrée, son menton s'est relevé. Je mets fin à ce mariage. J'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin d'espace pour respirer à nouveau. Ce simple mot, espace, a brisé l'instant comme un coup porté à un verre fragile. L'ambiance s'est fracturée. Les couverts ont cessé de bouger. Les conversations se sont effondrées en plein rire. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant l'inévitable. Une explosion, un effondrement, une sorte de drame. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté assis, stable, calme. Ma main tenant le verre de vin a à peine tremblé. Pas par chagrin ou par colère. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance. Le moment que j'avais silencieusement anticipé était enfin arrivé. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Eric, mon jeune frère, 7 ans de moins que moi, toujours dans mon sillage. Du moins, c'est ce que je pensais. Ses doigts serraient son verre si fort que ses jointures étaient blanches. Il n'osait pas croiser mon regard. Il n'avait pas besoin de parler. Je savais déjà. Il y a une manière particulière dont le silence s'installe dans un espace, comme le faible craquement d'une poutre juste avant qu'elle ne se fende. Eric craquait depuis longtemps. Le frère que j'avais soutenu à travers toutes les épreuves. Celui qui avait un jour promis qu'il ne me trahirait jamais. Mais il l'avait fait, lentement. Sans bruit, sans désordre, enfonçant la lame avec une précision silencieuse. Et ce soir, sous les lumières élégantes et la douce bande-son de notre anniversaire, ils avaient décidé de dévoiler leur trahison. Pourtant, je n'ai pas explosé. Je n'ai pas faibli. J'ai laissé un sourire lent et calculé se former, juste assez pour déstabiliser les quelques personnes qui savaient ce que ce sourire signifiait. Eleanor, ai-je dit. Ma voix était douce mais indubitablement claire, tranchant le silence comme une cloche lointaine. J'apprécie ta franchise. Plongeant la main dans ma veste, j'ai sorti une enveloppe grise. Je l'ai placée dans sa main aussi délicatement que si je passais un mot. Ouvre ça quand tu seras prête, lui ai-je dit d'un ton calme et constant. Sans pression. Sa main s'est figée en plein mouvement, le bout de ses doigts effleurant le papier. Pendant une fraction de seconde, elle a hésité. Une lueur a traversé ses yeux. L'incertitude. Elle n'avait pas prévu cela. Pas à ce moment. Pas de cette manière. Eric est resté assis à quelques mètres de là, la tête baissée. Sa posture en disait long. La culpabilité irradiait de lui. Il n'a pas levé les yeux. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux où nous en étions maintenant. La vérité n'avait pas besoin d'être dite. Elle était écrite sur chaque souffle saccadé dans la pièce. Je me suis tourné vers les invités. Ils étaient toujours suspendus dans l'instant, leurs expressions figées. Certains regardaient dans le vide, d'autres semblaient à mi-chemin d'une bouchée, immobiles. Je vous suis reconnaissant à tous d'être ici, ai-je dit en balayant les visages. Mes yeux se sont posés sur l'un d'eux en particulier. Darren. Il a levé les yeux lentement.
Mon fils, les yeux écarquillés, pris dans la tempête. 24 ans maintenant, récemment promu, commençant tout juste sa vie. Je suis fier de toi, mon fils. Plus que tu ne le penses. Son visage a vacillé, pas seulement à cause de ce qui s'était passé, mais parce que quelque chose de fondamental avait changé. Peut-être le sentait-il. Peut-être pas encore, mais il le sentirait. Je me suis retourné et je suis parti. Pas à la hâte. Pas avec drame. Chaque pas était délibéré, résonnant sur les sols polis. Je n'ai jamais regardé par-dessus mon épaule. Je n'en avais pas besoin. Cela ne ressemblait pas à un effondrement. Cela ressemblait à la fermeture d'un livre après le dernier chapitre. L'histoire était terminée. C'était fait. Derrière moi, je sentais le poids de leurs regards. Ceux d'Eleanor, d'Eric, pressant contre mon dos, lourds, scrutateurs, comme des flèches attendant d'être décochées. Mais ils sont restés immobiles. Leur silence en disait plus que n'importe quel mot. Dehors, la nuit m'a accueilli avec un air vif, pas punitif, juste purifiant. Je suis resté un moment sous les étoiles, laissant l'arôme des fleurs dériver dans la brise. Mais sous la douceur florale se cachait quelque chose d'amer, une rage silencieuse et vigilante. Elle ne rugissait pas, elle couvait. Les signes avant-coureurs étaient apparus bien avant cette nuit. Des messages secrets, son écran toujours face contre table, des regards échangés entre lors des dîners. Trop doux, trop long. Des excuses qui manquaient de logique. Des histoires avec des pièces manquantes. Je n'avais jamais été naïf. Je n'avais jamais porté d'œillère. Cette enveloppe n'était pas une réaction. C'était le début d'un plan déjà en marche. Une stratégie née de la patience. À l'intérieur se trouvaient les documents finalisés, signés, certifiés. Un document soigneusement préparé avec précision, le contrat de mariage, l'accord qu'elle avait autrefois exigé, à l'époque où elle insistait sur une bague parfaite et des termes à la hauteur. Sa signature, ses stipulations, et cette seule clause qu'elle avait dû oublier. La clause d'infidélité. Elle ne partirait avec rien. La maison, les véhicules, les comptes communs, même l'image parfaite qu'elle avait cultivée s'effondrerait. Son personnage de perfection se déliterait. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme une seconde peau. Eleanor, Eric, ai-je murmuré leur nom doucement, comme un mantra que personne d'autre ne pouvait entendre. Vous pensiez que c'était échec et mat. J'ai fait une pause. Mais c'est moi qui ai maîtrisé l'échiquier depuis le début. La voiture a démarré alors que je m'engageais dans la rue. Dehors, les lumières de la ville filaient, de faibles traînées de couleurs sur le fond sombre. J'ai avancé, en douceur, concentré. Mon pouce est accéléré, mais pas de chagrin. Ce n'était pas un cœur brisé. Ce n'était pas de la rage. C'était plus froid que cela, plus aiguisé, comme le fil d'une lame trempée par le temps. Ils croyaient que je n'avais rien remarqué, que j'étais trop confiant, trop passif. Mais ils avaient tort. J'avais vu les lignes de faille il y a longtemps, et je m'étais préparé. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se méfie facilement. Après 25 ans avec Eleanor, j'en étais venu à compter sur la confiance, même lorsque sa chaleur s'était refroidie, même lorsque son rire semblait répété. Mais il y a 6 mois, quelque chose de petit a rompu le charme. Son téléphone s'est allumé alors qu'elle l'avait laissé déverrouillé pour une fois, et un message a clignoté sur l'écran. Tu me manques ce soir. L'expéditeur, Eric. Mon propre frère. J'ai fixé ce message plus longtemps que je n'aurais dû, espérant que mon cerveau offrirait une meilleure explication. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être qu'Eric l'avait envoyé au mauvais numéro. Peut-être que cela avait un rapport avec le travail. Ou peut-être que j'y avais vu trop de choses. Mais non, c'était indubitablement son numéro et c'était le téléphone d'Eleanor. Pas moyen de le nier. C'était eux. Eric, le frère que j'avais sauvé plus de fois que je ne pouvais compter. Le même gars que j'avais hébergé chez nous quand il était fauché et sans option. Celui que j'avais défendu pendant des années auprès de nos parents, de nos collègues, même auprès d'Eleanor. Il ne franchirait pas cette ligne, n'est-ce pas? Mais bientôt, les fissures se sont élargies. Les voyages d'affaires de dernière minute d'Eleanor, sortis de nulle part, jamais avec de détails. Elle me disait tout avant. Dernièrement, j'avais de la chance si j'obtenais de vagues excuses.
J'ai remarqué que de l'argent quittait notre compte joint en petite quantité. Quand j'en ai parlé, elle a balayé ça d'un sourire. Juste des courses, l'épicerie, des choses pour la maison. Mais les comptes ne collaient pas. Et Eric, il n'arrivait plus à me regarder dans les yeux. À chaque visite, son regard allait partout sauf sur mon visage, comme si j'étais devenu un miroir dans lequel il avait peur de se voir. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai agi. J'ai engagé quelqu'un, un détective privé discret et direct nommé Colin. Il portait des costumes simples. Ne posez jamais de questions inutiles. Je ne veux pas de drame, lui ai-je dit. Je veux des faits. Il a hoché la tête une fois. Vous les aurez. Il a agi vite. Subtilement. 2 mois plus tard, il m'a remis une enveloppe Kraft. À l'intérieur, des photos. Eleanor et Eric dans un petit café, se tenant la main. Devant un hôtel, entrant dans un appartement inconnu. J'ai regardé chacune d'elles à mon bureau, le silence autour de moi n'étant rompu que par le bruit des pages que je tournais. Mais je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis concentré. J'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti un document qu'Eleanor avait signé 25 ans plus tôt, le contrat de mariage. À l'époque, elle était impatiente de se marier, de fonder une famille. Elle avait signé sans lire les petits caractères. Je me souviens exactement de ce qu'elle m'avait dit, « Je ne t'épouse pas pour ton argent, Raymond. Je veux juste une belle vie ensemble. » Ces mots, prononcés avec des yeux écarquillés et pleins d'espoir, étaient devenus sa perte. L'accord était clair. L'infidélité signifiait que l'autre partie conservait le contrôle de tout. Propriété, finances, investissement, tout. J'ai contacté Kelsey, mon avocate depuis plus de 10 ans. Brillante, impitoyable et inébranlable. Je lui ai remis le dossier. Elle en a parcouru le contenu, son expression ne changeant jamais. Nous nous en occuperons, a-t-elle dit d'une voix calme et confiante. Mais nous avons besoin de preuves solides. Je les ai, ai-je répondu. Je voulais que ce soit bétonné, alors j'ai creusé plus profondément. Ce que j'ai découvert ensuite m'a presque fait rire. Un rire amer, froid et sec. Eleanor avait détourné de l'argent par petites touches, transférant progressivement près de 50 000 $ sur un compte caché sous le nom d'une fausse société. Nous avons tout retracé. Et ça s'est terminé avec Eric. Bien sûr que ça s'est terminé avec lui. C'était la manière d'Eric. Rêver grand, tomber de haut, s'attendre à ce que les autres nettoient ses dégâts. Il n'a jamais appris à se débrouiller seul. Elle lui achetait des choses, des montres de luxe, des costumes sur mesure, même une voiture de sport rouge. Je me souviens de ce dîner ridicule il y a un mois où Eric s'est vanté de l'avoir acheté avec ses nouveaux revenus. J'étais assis là, hochant la tête comme un idiot, sachant exactement de quel compte en banque elle provenait. J'avais des preuves de tout, reçus, virements, factures, tout détaillé et daté. Je n'ai rien jeté. J'ai scanné et transmis chaque document à Kelsey. Chaque pièce était une balle soigneusement chargée dans le barillet. La veille de notre fête d'anniversaire, j'étais assis dans mon bureau sous la lueur ambrée de la lampe. La pile de papier devant moi n'était pas juste un dossier. C'était un règlement de compte. La demande de divorce avait déjà été déposée ce matin-là. Kelsey l'avait soumise au tribunal, mais je ne voulais pas qu'Eleanor la prenne d'elle. Je voulais qu'elle le dise elle-même. Elle avait toujours besoin d'une scène. Toujours besoin d'être le centre de l'attention. Même maintenant, au milieu des décombres. Cette enveloppe grise que je lui ai remise à la fête. Ce n'était pas seulement la demande. Ça aurait été trop doux. Elle contenait également la piste papier complète, les registres de transactions, les relevés, et une photo particulièrement accablante. Le cliché de Colin montrant Eleanor et Eric s'embrassant dans une voiture garée. Sa main caressant son visage, ses doigts dans ses cheveux. Je voulais qu'elle l'ouvre seule, qu'elle sente son poids en silence, qu'elle voie le masque tomber et réalise qu'il n'y avait plus rien derrière. Je n'avais pas besoin d'être là. Je pouvais déjà le voir dans mon esprit. Elle pâlissant, les lèvres se serrant, le cœur s'emballant, mais pas de larmes. Pas encore. Elle serait encore en train d'échafauder des stratégies, cherchant une issue qui n'existait pas. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur. Mes mains reposaient sur le volant. L'immobilité m'entourait, mais mes pensées continuaient de tourner.
Ils croyaient avoir réussi leur coup. Eleanor, Eric. Ils n'ont jamais vu le piège se former autour d'eux il y a des mois. Moi? Je n'agis jamais sans plan. Je suis sorti et je suis entré dans la maison. C'était calme, anormalement calme, le genre de silence qui donne l'impression que quelque chose vivait ici mais n'y est plus. Je suis entré dans le bureau. La lampe de bureau était toujours allumée, projetant sa douce lumière sur de vieilles photos, des dossiers, des livres. Ma vie organisée sur du papier et du bois. Une photo a attiré mon attention. Le jour de notre mariage. Eleanor en blanc, radieuse, rayonnante. Je me souviens à quel point elle m'a serré la main à l'hôtel, nerveuse, excitée. Je la regardais alors comme si elle était mon avenir tout entier. Une image m'a arrêté. Un instantané de Darren à 3 ans, perché sur mes épaules au bord de la mer. Du sable collé à ses petites jambes. Sa bouche grande ouverte dans un rire joyeux et sans filtre. Autrefois, ce souvenir était tout. Maintenant, tout ce que je pouvais voir, c'était le prix que j'avais payé. Ce à quoi j'avais renoncé. Ce que j'avais perdu dans l'échange. Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé. Ni avec mes amis. Ni avec Eleanor. Au début de la vingtaine, j'avais esquissé un rêve, lancer une start-up dans les technologies vertes, axée sur l'énergie solaire et le stockage d'énergie propre. J'avais des concepts fonctionnels, des croquis, même un investisseur engagé, quelqu'un qui croyait en la vision que je construisais. Puis Eleanor m'a dit qu'elle était enceinte de Darren. Tout a basculé. Elle a paniqué. Je ne peux pas élever un bébé toute seule, Raymond, a-t-elle dit un soir, les mots tremblants. J'ai besoin de toi ici avec moi. Je me souviens encore du silence entre nous. Elle a tendu la main et a posé la sienne sur la mienne. Ses yeux suppliaient. Nous pourrions avoir quelque chose de réel, une famille. Alors, j'ai dit oui. J'ai remisé mes plans, fermé l'ordinateur portable, je me suis excusé auprès de l'investisseur et j'ai accepté un poste de comptable fiable. Juste temporaire, me suis-je dit. Quelques années, je l'aiderai à s'adapter, à élever notre enfant, à construire une base, puis je reviendrai à mon rêve. Mais le temps n'attend pas. Et quelques années se sont tranquillement transformées en décennies. Eleanor a décidé de changer de profession, quittant l'enseignement pour le marketing. Elle m'a dit que c'était la bonne chose à faire, comme quelque chose qu'elle était destinée à faire. Raymond, c'est là que j'appartiens, a-t-elle dit un soir, les yeux vifs d'ambition. J'ai cru sa parole, j'ai payé ses cours, je suis rentré tôt pour que Darren mange, fasse ses devoirs, se brosse les dents, aille au lit, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour étudier. Quand elle a été licenciée de son premier poste, j'ai pris le relais. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai travaillé les week-ends. Je ne me suis pas plaint. Quand elle a dit qu'elle voulait une plus grande maison, je n'ai pas résisté. J'ai signé le prêt, pleinement conscient de la pression supplémentaire. Plus de travail, plus de sacrifices, plus de distance par rapport aux rêves que j'avais mis de côté. Mais j'ai continué. Je l'aimais. J'aimais Darren. Je pensais que c'était ça, être un bon mari et un bon père. Je nous ai maintenus à flot, j'ai géré les finances, payé les factures, surveillé l'hypothèque, constitué un fonds pour l'éducation de Darren. Eleanor m'a un jour appelé, la fondation de notre foyer. Elle n'a jamais remarqué que les fondations peuvent s'user, s'effriter lentement sous le poids. Chaque année, le rêve que je poursuivais autrefois la start-up, les innovations s'estompaient davantage. Les plans sont maintenant intacts dans un vieux tiroir du garage. L'investisseur, il est multimillionnaire aujourd'hui. Il ne se souviendrait probablement pas de mon nom s'il le voyait. Pourtant, je me disais que si ma famille était en sécurité, alors j'étais en paix. Mais elle n'a pas vu. Elle n'a pas remarqué les nuits tardives que je passais à équilibrer les feuilles de calcul, à déplacer de l'argent juste pour couvrir les frais de scolarité de Darren à temps. Elle ne m'a pas vu décliner une opportunité lucrative à Singapour parce qu'elle avait dit « Nous avons besoin de stabilité ». Darren a besoin de son père à ses côtés. Et elle n'a certainement pas vu comment je regardais Eric, irresponsable, impulsif Eric, et me demandait pourquoi j'étais toujours celui qui renonçait à tout. Pourquoi ça devait toujours être moi. Maintenant, assis dans mon bureau, je fixais une photo de famille usée. Ma prise se resserrait autour du cadre. La douleur que je ressentais ne venait pas seulement de la trahison. C'était la compréhension que j'avais investi chaque parcelle de moi-même, mon énergie, mon ambition,
ma jeunesse dans quelque chose qui n'avait jamais été mutuel. Une vie que je soutenais seul. Ils pensaient m'avoir tout pris. Mais ils avaient oublié une chose. Un roc ne se brise pas facilement. Et quand il tombe, il écrase ce qui se trouve sur son chemin. Je me suis levé et je suis entré dans le salon silencieux. L'horloge indiquait minuit. Le silence était épais, mais je n'étais pas fatigué. Je me suis versé un verre de whisky, laissant son arête vive me brûler la gorge. Je voulais cette amertume. Cette enveloppe grise, je savais qu'elle l'avait ouverte maintenant. Elle viendrait. Elle venait toujours quand elle se sentait piégée. Elle avait besoin de témoins. Elle avait besoin de drame. Puis la sonnette a retenti. Une note soudaine et stridente perçant l'immobilité. Je ne me suis pas précipité. J'ai répondu avec le même calme qui l'avait déstabilisé plus tôt. Elle était là, Éléanore, les cheveux en désordre, les yeux rouges, gonflés. L'enveloppe froissée serrée dans son poing comme si elle pouvait encore écraser ce qu'elle contenait. Derrière elle se tenait Éric, la tête baissée, les poings serrés et tressaillants. « Raymond » a-t-elle aboyé en entrant comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle m'a tendu l'enveloppe, la voix tremblante, essayant de paraître en colère. Mais la peur dans son ton n'était pas difficile à déceler. « Tu essaies de me détruire ?» Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. La femme pour qui j'avais tout sacrifié. Celle pour qui j'avais abandonné mon rêve. Puis j'ai regardé par-delà elle, vers Éric, mon frère, l'homme que j'avais défendu maintes et maintes fois, l'homme que j'avais relevé après chaque échec. Et maintenant, il était là, réduit à une ombre derrière la femme qui l'avait aidé à détruire ma vie. Je me suis levé lentement, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que son poids les fasse tous les deux bouger mal à l'aise. Vous vous êtes détruit vous-même, ai-je dit, la voix basse et stable comme le coup final d'une lame longtemps préparée. Tous les deux. Le souffle d'Éléanore s'est coupé. Elle s'est instinctivement reculée comme si les mots l'avaient physiquement frappée. Tu savais, a-t-elle chuchoté, sa confiance s'effritant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers un tiroir, j'en ai sorti une pile. Des papiers, des relevés de transactions, des photos, des messages imprimés. Je les ai laissés tomber sur la table, chaque feuille atterrissant avec une finalité qui a résonné. Le motel sur Maple Street, ai-je dit en montrant du doigt. Cet appartement en banlieue, la voiture qu'Éric était censé avoir achetée. Une autre page. 50 000 $ détournés de nos économies. Tu n'as même pas couvert tes traces. Je les ai regardés tous les deux. Éléanore était devenue pâle. Éric ne bougeait pas, vous pensiez que je ne regardais pas, Éric a ouvert la bouche comme pour offrir une excuse, mais rien n'est sorti. Il s'est tourné vers Éléanore, la voix montant de panique. Tu m'as dit que c'était secret, a-t-il sifflé. J'ai presque ri. Ils n'avaient même pas accordé leur mensonge. Éléanore s'est retournée vivement vers lui, les yeux flamboyants. Tais-toi, Éric. Il bluffe. Bluffé? J'ai fait un pas en avant, soulevant un document et le tenant comme une lame. Tu veux parler du contrat de mariage? Celui que tu as à peine parcouru avant de signer. Elle a détourné le regard. Cette clause que tu as ignorée? Celle qui dit que l'infidélité signifie que tu perds tout. La maison, les actifs, les comptes. Puis je me suis tourné vers Éric. Et toi, ai-je dit froidement, laissant le silence ponctuer mon dédain. Tu pensais vivre confortablement avec l'argent de la femme de ton frère? Cet appartement? Le bail n'a jamais été approuvé. Ton crédit est ruiné. Tu es fauché. Son visage a perdu toute couleur. Éléanore était figée, tremblante, ses yeux balayant la pièce comme si les murs eux-mêmes s'étaient retournés contre elle. La même pièce qu'elle commandait autrefois semblait maintenant trop grande. Éric a reculé, s'approchant de la porte comme s'il prévoyait déjà sa retraite. Raymond, a-t-elle dit doucement maintenant, la voix dépouillée de son tranchant. Parlons, s'il te plaît. Pour Darren. Ne lui fais pas subir ça. Ma tête s'est tournée brusquement. N'utilise pas mon fils comme bouclier, ai-je dit, la voix plate et froide. Tu ne m'as pas seulement trahi moi, tu l'as trahi lui. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Elle a reculé. Dehors, ai-je dit. Maintenant. Aucun d'eux n'a bougé.
pendant une seconde, ils sont juste restés là. Deux silhouettes brisées, restent de quelque chose en quoi je croyais autrefois. Puis, sans un mot, Eleanor a attrapé le bras d'Eric. Il a légèrement trébuché, et elle l'a tiré vers la sortie. La porte a claqué. Le son a résonné comme un coup de tonnerre, s'estompant dans l'immobilité de la maison. Je me suis laissé retomber dans le fauteuil, le whisky toujours à la main. Je ne l'ai pas bu. Mes doigts reposaient simplement autour du verre, sentant le poids s'enfoncer dans ma paume comme un monument silencieux à ce qui s'était passé. La confrontation était terminée. Mais la vraie guerre, les procédures de divorce, les batailles financières, l'exposition publique étaient encore à venir. La lumière du matin s'est glissée à travers les rideaux, baignant la pièce d'un or doux. Elle a brillé sur le bord du café intact que j'avais versé des heures plus tôt. Un calme étrange s'est installé, paisible en surface, malgré le chaos sous-jacent. Je n'avais pas dormi, pas parce que j'étais en colère. Cette rage s'était consumée il y a longtemps. Non, je suis resté éveillé parce que je savais ce qui allait arriver. Les salles d'audience, les avocats, les déclarations sous serment. J'avais passé des mois à me préparer. Même ainsi, aucune préparation ne vous protège entièrement. Il y a des blessures que même la stratégie ne peut empêcher. Puis la sonnette a de nouveau sonné. Je me suis levé lentement et j'ai posé le verre. Quand j'ai ouvert la porte, Darren était là. Ses yeux étaient gonflés et vitreux. Pas par manque de sommeil. Je reconnaissais les larmes quand je les voyais. Mais sa posture était ferme, le dos droit, comme un homme prêt à affronter quelque chose de laid de front. « Papa » a-t-il dit, la voix stable mais tendue. « Je sais tout. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Il est venu droit dans mes bras. Ce n'était pas juste un câlin. C'était un moment de vérité, un échange silencieux entre le garçon que j'avais élevé et l'homme qui se tenait maintenant à mes côtés. Je l'ai serré fort, j'ai senti son souffle bégayer une seconde, et j'ai su exactement combien cela lui avait coûté de venir. « Darren » ai-je dit, la voix s'étranglant. « Tu n'as pas à être désolé. J'ai toujours été fier de toi. » Nous nous sommes assis côte à côte, et j'ai fait ce que j'avais évité pendant bien trop longtemps. Je lui ai raconté toute l'histoire, pas pour me donner le beau rôle, pas pour gagner son approbation, juste parce qu'il méritait de savoir. Je lui ai parlé de cette nuit où j'ai vu le message, de l'embauche de Colin, le détective, du contrat qu'Eleanor n'avait jamais lu, de la façon dont j'avais attendu, rassemblant tranquillement les preuves, étape par étape. Il n'a pas interrompu, ses poings se sont serrés quelques fois, sa mâchoire s'est crispée quand j'ai mentionné Eric, mais il est resté silencieux jusqu'à ce que j'ai fini. « Tu as fait ce que tu devais faire » a-t-il dit. Il y avait de l'acier dans sa voix, pas fort, mais sûr. « Il ne te mérite pas » Plus tard dans la journée, la sonnette a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Marc, mon plus vieil ami. Le genre de gars qui voit toujours à travers la fumée. « Ray » a-t-il dit en me tendant une bière fraîche sans demander. « Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, j'ai dit que ton frère était un poison. » J'ai offert un faible sourire. « Tu l'as dit. » Il est entré et a commencé à faire les 100 pas, digérant tout. Mais Eleanor, il a secoué la tête. C'est ça qui m'a choqué. Je n'ai jamais vu ça venir. Il a fait une pause et m'a regardé droit dans les yeux. Tu ne fais pas ça seul. Moi, Linda, quelques autres, nous sommes là. Quoi que tu aies besoin. J'ai hoché la tête. Cela signifiait plus que je ne pouvais le dire. Darren, Marc, les gens qui n'étaient pas partis, les morceaux de ma vie encore debout. Ils m'ont donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La clarté. Il ne s'agissait plus seulement de perte. Il s'agissait d'un but. Je n'avais peut-être pas la famille que je pensais avoir, mais j'avais ceux qui avaient choisi de rester. Et alors que la lumière du soleil se déversait par la fenêtre et dansait sur le vieux chêne dehors, j'ai su pourquoi je me battais vraiment. Pas la vengeance, pas la revanche. Je faisais ça pour Darren, pour lui montrer à quoi ressemble l'intégrité. Pour Marc, pour n'avoir jamais douté de moi. Et pour moi-même, pour reprendre la vie que j'avais tranquillement sacrifiée pendant des années. Quant à Eleanor, elle a quitté la maison rapidement après notre confrontation. Colin, toujours vigilant, m'a informé qu'elle logeait dans un appartement loué, petit, sombre, une pièce encombrée de boîtes et d'ombres, loin de l'avenir qu'elle avait envisagé avec Eric. Les documents que je lui avais remis, photos, virements, relevés bancaires gisaient intacts sur la table de la cuisine,
toujours dans l'enveloppe, toujours indéniable. Chaque feuille une blessure, chaque chiffre un rappel. Eric était là aussi, a dit Colin, affalé sur une chaise bancale, mal rasé, le regard vide. Le sourire qu'il portait toujours avait disparu, maintenant juste une moue creuse. Leur rire partagé et leur regard volé s'étaient évanouis. La pièce où ils complotaient autrefois résonnait maintenant de suspicion. Colin écoutait depuis le couloir. Les murs étaient fins comme du papier. Tu avais dit que personne ne le découvrirait, avait craqué Eric. Sa voix montait à chaque mot. Tu m'avais dit que c'était sûr, Éléanore. Que nous étions tirés d'affaire. Éléanore s'était levée, furieuse. Ne me rejette pas la faute dessus, avait-elle aboyé. Tu crois que c'était mon plan? C'est toi qui n'arrêtais pas de pousser. Tu en voulais plus d'argent, plus de choses. Cette voiture ridicule. Il fallait que tu l'exhibes. Elle a pointé un doigt accusateur vers lui. Si tu n'avais pas été aussi imprudent, Raymond n'aurait jamais rien découvert de tout ça. Je me suis adossé à ma chaise, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant Colin tout relater sans émotion. Mais je pouvais imaginer le venin. Puis c'est arrivé. La partie que j'attendais. Un détail discret que j'avais planté. Une ligne cachée dans la documentation. Un retrait de 10 000 $. Un virement qu'Éléanore avait fait sans le dire à Eric. Une réserve secrète qu'elle avait espéré garder pour elle. Colin a décrit ce qui a suivi. Le visage d'Eric s'est tordu. Sa voix a explosé. Tu comptais me quitter, a-t-il hurlé. Tu allais t'enfuir avec le reste. Éléanore a balbutié sa réponse, mais son visage l'a trahi. La culpabilité a traversé ses traits avant que la rage ne l'enterre. Acculé, exactement comme je l'avais prévu. L'appartement dans lequel il prévoyait d'emménager était hors de question. Le propriétaire a refusé leur demande sur le champ. Le crédit d'Eric était en lambeaux, irréparable. Éléanore n'avait jamais vérifié. Elle n'y avait jamais pensé. Elle s'était toujours appuyée sur moi pour régler les détails, pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Nous n'avons plus rien, hurla Eric. Il a donné un coup de poing dans le mur, puis est resté là, hébété, des traînées rouges coulant de ses jointures. Éléanore s'est laissée tomber sur la chaise la plus proche, les mains couvrant son visage. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Mais la vérité avait atterri, et elle avait compris. Au fond, elle savait que j'avais eu raison depuis le début. Colin m'a dit que sa vie sociale autrefois pétillante s'était désintégrée du jour au lendemain. Le scandale se propage rapidement. Les gens chuchotaient, prenaient leur distance, se retiraient. Même ses proches ont cessé de répondre à ses SMS. J'avais délibérément allumé la mèche. Ce n'était pas juste un scandale. C'était une tâche, une qui ne serait pas lavée de sitôt. Puis est venue la dernière entrée dans la dernière mise à jour de Colin. Eric avait commencé à faire ses valises, le visage vide, les épaules affaissées. Je me tire, avait-il marmonné. Il n'a pas regardé par-dessus son épaule. Quant à moi, j'étais assis tranquillement dans mon bureau à domicile. La lampe de bureau projetait une lumière stable sur le téléphone devant moi alors que j'écoutais le rapport de Colin. Un faible sourire a tiré le coin de ma bouche. Je n'avais pas levé la main pour les démanteler. Ils s'effondraient d'eux-mêmes, défaits par le même égoïsme qu'ils avaient essayé de justifier. Mais ce n'était pas la fin. Pas encore. Je savais que la salle d'audience serait l'endroit où le coup final serait porté. Avec la force de la vérité et la précision de mois de planification. Le jour est arrivé, frais et silencieux, des ciels gris pesant comme une couverture lestée. Je suis entré dans le palais de justice et j'ai pris place au premier rang. Mes mains reposaient calmement sur mes cuisses, mais à l'intérieur, je sentais le poids de tout ce qui m'avait amené ici. Mes yeux n'erraient pas. Ils étaient fixés sur la juge, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux vifs, la bouche serrée, le regard d'acier. La pièce sentait légèrement la poussière et l'encre. C'était le genre d'endroit où les mensonges étaient disséqués et la vérité restaurée, pièce par pièce. Kelsey était assise à ma droite. Elle était calme, confiante. Devant elle se trouvait un dossier épais, le produit de mois de silence, d'efforts et de préparation méticuleuse. Le contenu était étiqueté et trié. Chaque document, un clou de plus dans le cercueil. Chaque image, une lame affûtée avec détermination. Éléanore était assise en face de moi.
Ses cheveux étaient attachés en arrière si étroitement qu'elle semblait espérer que la netteté compenserait le chaos. Mais cela ne pouvait cacher la fatigue sur son visage. La façon dont sa bouche se serrait, les cernes sombres sous ses yeux. Elle n'a jamais levé les yeux. Pas une seule fois. Eric était absent. Naturellement. Les lâches ont une façon de disparaître juste au moment où ça compte le plus. La juge s'est éclairci la gorge, coupant le silence comme un rasoir. Monsieur Grant. Madame Grant. J'ai levé les yeux, n'offrant rien de plus. Aujourd'hui, nous examinons la demande de divorce et déterminons la répartition des biens. Kelsey s'est levée avec aisance, sa voix calme, nette et inébranlable, comme si elle avait répété ce moment dans son sommeil. Votre honneur, a-t-elle dit, nous demandons à la Cour de faire appliquer le contrat prénuptial signé par les deux parties, en particulier en ce qui concerne la clause sur l'infidélité conjugale. Elle a posé sa main doucement sur le dossier et l'a ouvert avec détermination. Les preuves de la rupture du contrat par Madame Grant sont concluantes. Et c'est ainsi que ça a commencé. Image après image, chaque pièce a conviction un coup. Des captures d'écran de messages ces mots, ces réponses, des relevés bancaires, des virements non autorisés, des achats destinés à impressionner quelqu'un qui ne méritait pas un centime de ce que nous avions construit. Kelsey n'a pas précipité les choses. Elle a laissé le silence s'étirer entre chaque preuve, chaque pause faisant pénétrer la vérité plus profondément dans les os de la pièce. Je n'ai pas tourné la tête vers Eleanor. Je n'en avais pas besoin. Dans ma vision périphérique, j'ai vu sa posture commencer à s'effondrer. Elle était assise droite, mais son visage avait perdu toute résolution. Son avocat, un jeune homme à l'allure de quelqu'un fraîchement sorti de l'école, a maladroitement feuilleté ses notes, tentant une réfutation si faible que j'en ai presque eu pitié. Presque. Mais les faits étaient indiscutables. Ce contrat de mariage avait été signé 25 ans plus tôt. La signature audacieuse d'Eleanor se trouvait toujours au bas de la page, confiante dans sa conviction qu'elle n'aurait jamais à se soucier de ces termes. La juge a parcouru la section finale, son expression illisible. Ce contrat reste valide, a-t-elle dit froidement. Et la clause d'infidélité est explicite. Elle s'est tournée vers Eleanor. Madame Grant, vous renoncez à toute prétention sur la propriété conjugale et la majorité des biens détenus conjointement. Puis elle a tourné la dernière page. Les comptes communs seront gelés, a-t-elle poursuivi. Vous ne pourrez accéder qu'à vos fonds personnels séparés. La décision a atterri comme un coup de marteau sur la poitrine, mais je n'ai ressenti aucun triomphe. La voix de la juge était contrôlée, ses mots chirurgicaux. Ce n'était pas une vengeance. C'était un verdict. Et Eleanor? Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas parlé. Ses mains serraient les accoudoirs de sa chaise si fort que j'ai cru que le bois pourrait craquer, mais elle n'a rien dit. Elle a juste cligné des yeux une fois, deux fois, essayant d'absorber que c'était réel. Je l'ai regardé, non avec satisfaction, mais avec une résolution tranquille. Ce n'était pas un moment à célébrer. C'était un moment à endurer. Kelsey s'est penchée vers moi alors que nous nous levions, sa voix douce mais confiante. C'est la première étape de fait, Raymond. La prochaine audience n'est qu'une formalité. J'ai hoché la tête, j'ai murmuré un merci, bien que mon esprit soit déjà passé à autre chose. Il ne s'était jamais vraiment agi de vengeance. Pas au fond. Il s'agissait de me reconstruire. Pour moi. Pour Darren. Partir de la terre brûlée. Je n'ai pas repensé à elle avant que Colin n'appelle. Elle s'effondre, a-t-il dit simplement. Elle se tient juste devant le miroir, sans cligner des yeux, comme si elle ne reconnaissait pas ce qu'elle est devenue. Je l'ai imaginé. Un petit appartement sombre, exigu, sans vie, loin de la grande maison qu'elle remplissait autrefois de rire et de champagne. Pas le carrelage poli ni les soirées en lin blanc. C'étaient des murs nus et le silence. Un endroit où l'on se cache du monde, pas où on l'accueille. Son unique compte ne durerait pas longtemps, quelques mois au mieux, et elle le savait. Colin a poursuivi, sa sœur lui a coupé les ponts, l'a traité de honte. Ses amis ne répondent plus. Son nom est sali, et maintenant elle essaie de joindre Eric. Bien sûr qu'elle essayait. Mais Eric n'était pas là. Il s'était réfugié dans un motel délabré à la périphérie de la ville. Colin avait envoyé des photos, papier peint qui s'écaille, taches de moisissure, un vieux climatiseur qui cliquetait à la fenêtre. Pas de véhicule, pas de vêtements chics,
juste les ruines d'un homme qui se pavanait autrefois dans ma maison comme s'il y appartenait. Ses finances étaient pires que ce que j'avais prédit, irrécupérables. Colin a eu un rire sombre. Il supplie de vieux amis de l'aider. Personne ne répond. Un gars m'a dit, je ne fais pas la charité au sensu. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'Eric. Long, désespéré. Frère, j'ai merdé. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît. J'ai regardé le message, puis j'ai appuyé sur supprimer. Il n'était plus mon frère. La voix de Colin s'est aiguisée. Une dernière chose. Eleanor et Eric. Ils ne se parlent même plus. Cela ne m'a pas surpris. J'avais prévu cela. Leur dernier échange avait été dévastateur. Selon Colin, cela s'est produit juste après la première session au tribunal. Eleanor avait perdu son sang-froid et Eric avait explosé. Il fallait que tu m'entraînes là-dedans, avait hurlé Eric, sa fureur brisant ses mots comme de la glace fendue. Les choses allaient bien avant que tu n'apparaisses. Je n'ai rien demandé de tout ça. Maintenant, je n'ai absolument plus rien. Colin a dit qu'elle avait répondu en larmes, sanglotant, brisée. Elle a finalement dit la chose que j'avais toujours soupçonné qu'elle finirait par prononcer. Tu étais une erreur. Ils ne sont pas partis en claquant la porte ou en criant par la suite. Pas de cris, juste ce silence affreux et vide, le son de deux personnes qui s'étaient consumées l'une l'autre. Colin n'a pas eu besoin d'expliquer comment ça s'est terminé. Je le savais déjà. Ils ne s'étaient pas aimés. Ils s'étaient dévorés. Ce qui restait n'était pas de la colère. C'était des décombres. À ce moment-là, j'étais assis dans mon bureau, la lumière du matin se déversant par la haute fenêtre, étirant de longues ombres sur ma table à dessin. Devant moi se trouvait le plan original de Grande Énergie, intact depuis des années. J'ai passé mon doigt le long de ces lignes estompées comme s'il s'agissait d'une ancienne relique. Puis Darren, mon fils, a appelé, la voix pleine d'enthousiasme. Eh, papa. Une idée folle. Et si tu présentais l'idée des panneaux solaires à cette start-up près de Ridgewood, celle où j'ai fait mon stage? J'ai ri. Ce n'est peut-être pas une idée si folle, après tout. Je suis sérieux, a-t-il dit. Ils sont à fond dans les énergies vertes. Ils adoreraient ça. À peu près au même moment, Marc m'a envoyé un texto. Dîner chez nous. Lena prépare son fameux rôti. Laisse ton travail à la maison. J'ai ri à voix haute. Je n'étais plus seul. Pas vraiment. Eleanor et Eric m'avaient peut-être volé 25 ans de ma vie, mais ils ne m'avaient pas volé ce qui allait suivre. J'ai pris un stylo et je me suis penché vers le plan, longtemps oublié dans une boîte poussiéreuse du garage, froissé, jauni, presque perdu. Mais le rêve n'était pas mort. Il avait simplement attendu. Et maintenant, à chaque trait d'encre, il reprenait vie. Quelques semaines plus tard, je me tenais dans un modeste bureau que je venais de louer. Petit, lumineux, avec de hautes fenêtres donnant sur une rue animée. Les piétons s'affairaient en bas. La vie continuait. Sur mon bureau se trouvait le design mis à jour. Plus net maintenant, plus assuré. Grande Énergie, autrefois un simple espoir silencieux, était devenu quelque chose que je disais à voix haute avec certitude. Une focalisation sur les énergies renouvelables, le solaire. Ce n'était pas encore Tapa accent grave l'œil, mais c'était à moi. La phase initiale a été difficile. J'ai travaillé jusqu'à tard dans la nuit, envoyant des propositions, appelant des investisseurs. Certains m'ont ignoré, d'autres ont ri. Tu arrives tard dans la partie, Ray, disait-il. Puis une petite victoire. Une entreprise a décidé de tenter sa chance. Ils ont cru au système solaire abordable que j'avais peaufiné pendant des semaines. Ce premier contrat est arrivé le 3e mois. Puis un autre, puis d'autres. Ce n'était pas une fortune. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Assez pour y croire. Assez pour continuer. Chaque matin, en entrant dans cet espace, quelque chose s'éveillait en moi. Un rythme régulier que je n'avais pas connu depuis des décennies. Mon propre rythme. Les délais de personne d'autre. Pas besoin de plier ou de rompre pour quelqu'un d'autre. Juste le mien. Darren passait souvent, 2 cafés à la main, souriant. J'ai pris ton habituel, disait-il en jetant une viennoiserie sur mon bureau. Aussi, j'ai montré ton design à mon professeur. Il est intéressé.
Un jour, affalé dans le fauteuil des invités, les yeux brillants, il a dit « Je ne t'ai jamais vu comme ça, papa. Tu as l'air libre. » J'ai fait une pause, contemplant l'homme qu'il était devenu. Le même garçon qui demandait autrefois si les étoiles pouvaient tomber. J'ai tendu la main, je lui ai tapé sur l'épaule. Libre, ai-je murmuré. Oui, c'est exactement ça. Marc et Léna sont restés, eux aussi. Présentation, conseils, recommandations. Plus important encore, ils étaient là, non pour prendre, mais simplement pour être présents. Un soir, dans leur jardin, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, j'ai regardé leurs enfants rire et courir sur la pelouse. Leur joie était contagieuse. Léna m'a tendu un verre en souriant. Tu as l'air bien, Raymond. Comme toi à nouveau. J'ai hoché la tête, souriant alors que Darren riait d'un enfant qui trébuchait. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je ne souffrais plus. La cicatrice restait, bien sûr, mais elle ne piquait plus. Elle ne tirait plus. Je respirais à nouveau. Pas la même famille, mais quelque chose de plus durable. Une vie à moi. Chaque nouveau jour, je me réveillais avec un but. Je travaillais. Je trébuchais. Je m'ajustais. Je m'améliorais. J'ai embauché 2 jeunes ingénieurs. Brillants, motivés, pleins d'énergie. Ils m'appelaient le patron. Et cela ne semblait pas pesant. Cela ne ressemblait pas à un titre emprunté. C'était mérité. Je n'étais plus le système de soutien de quelqu'un. Je n'étais plus le recours ou le réparateur. J'étais Raymond Grant, un homme avec un but, redonnant vie à un rêve que j'avais autrefois laissé pour mort. Lors d'après-midi tranquille, assis seul avec des plans étalés sur mon bureau et la ville murmurant à l'extérieur, je jetais un coup d'œil à la ligne d'horizon ensoleillée et je le sentais dans ma poitrine. J'étais à nouveau entier. Le temps ne traînait pas. Il passait vite. Et puis il était temps. La dernière session au tribunal était arrivée. Mais il n'y avait ni peur, ni appréhension. Ma poitrine ne se serrait pas. La salle d'audience semblait stérile, silencieuse. Pas de murmures, pas de regards, juste des papiers froissés et la clôture. Kelsey s'est assise à côté de moi, a hoché la tête une fois. Les documents devant nous n'étaient que cela, des documents. La lutte était terminée. De l'autre côté de l'allée était assise Eleanor. Son visage était plus mince, sa peau terne, ses yeux sombres et creux. Ses cheveux étaient tirés en arrière trop serrés. Elle avait l'air d'avoir vieilli bien plus que les quelques semaines depuis que je l'avais vue pour la dernière fois, mais plus que tout, elle avait l'air d'avoir abandonné. Elle est venue sans personne. Pas de jeune avocat balbutiant des objections, pas de déclarations enflammées, juste le silence. La juge, comme auparavant, a feuilleté la pile de papier avec une autorité tranquille. Son ton était calme, précis, absolu. Selon les termes du contrat prénuptial et des preuves fournies, Monsieur Grant se voit accorder la pleine propriété de la résidence, de l'épargne retraite et de la majorité des avoirs communs. Madame Grant n'a aucun motif pour faire appel de cette décision. Chaque phrase a frappé comme le dernier son d'une cloche, clôturant une histoire qui avait duré un quart de siècle. Eleanor n'a pas répondu au début. Sa tête est tombée. J'ai remarqué que ses poings se serraient, mais elle n'a pas bougé. Une fois la procédure terminée, elle s'est levée de son siège. J'organisais déjà mes affaires, prêt à m'éloigner de tout ce que nous avions construit quand elle s'est lentement approchée de moi. « Raymond » a-t-elle dit, sa voix était rauque, les bords effilochés de regret. J'ai eu tort. Je suis désolé pour tout. Ses yeux brillaient. Pour Darren, peut-être que nous pourrions. Sa voix s'est éteinte dans le silence, avalée par l'immobilité de la pièce. Il fut un temps, il y a longtemps, où ses mots m'auraient ébranlé, où sa présence pouvait arrêter le monde. Mais maintenant, en la regardant, tout ce que je voyais était quelqu'un que j'avais connu. Un fantôme d'un chapitre que je ne pleurais plus. Eleanor, ai-je dit doucement mais fermement. Darren ira bien. Mais toi et moi, c'est fini. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes comme si elle allait ajouter quelque chose, mais je me suis détourné. Je n'avais pas besoin de l'entendre. Nous avions dépassé tout ça. Kelsey m'a touché l'épaule alors que nous sortions dans le couloir. Tu as géré ça avec grâce, a-t-elle murmuré. J'ai fait un léger signe de tête. Dehors, le soleil a baigné mon visage de chaleur. J'ai plissé les yeux contre la lumière,
j'ai inspiré profondément et j'ai senti quelque chose de nouveau s'épanouir dans ma poitrine. Ce n'était pas le triomphe, c'était la libération. Derrière moi, Eleanor a franchi les portes du palais de justice. Elle semblait déplacée dans l'éclat de midi, alourdie par un compte en banque vidé et un nom terni. Je l'ai observée brièvement alors qu'elle s'arrêtait en haut des marches avant de finalement s'éloigner. Où elle est allée, je ne le savais pas. Et pour la première fois, je n'avais pas besoin de le savoir. J'avais Darren. J'avais la grâce. J'avais l'élan. J'avais une seconde chance. Alors que le moteur de ma voiture grondait et que je m'éloignais du trottoir, j'ai senti la certitude s'installer. Cette partie de mon histoire était terminée. Pas amère, pas brisée, juste fermée. Et le prochain chapitre, celui-là serait le mien. Mot par mot, pas à pas. 6 mois plus tard, je me tenais sous des lumières douces sur une simple scène en bois. Le sol était chaud sous mes chaussures. Devant moi se trouvait une foule de jeunes rêveurs, des visages frais remplis d'ambition, de nervosité et de curiosité. Une bannière s'étendait sur le mur du fond, visionnaires locaux, des histoires qui inspirent. Grande Énergie venait d'atteindre une étape majeure, notre premier contrat national. J'avais été invité non pas pour parler de finances ou de rapports trimestriels, mais pour parler d'expérience. Au premier rang se trouvait Darren, détendu, les bras légèrement croisés, une fierté tranquille émanant de lui. Cela m'a stabilisé plus que le microphone devant moi. J'ai ajusté le pupitre et j'ai parlé. Il y a 6 mois, je suis sorti d'une salle d'audience, ne sachant pas ce qui allait suivre, ai-je commencé, la voix stable. Je pensais que tout ce que j'avais construit avait disparu. J'ai laissé les mots s'imprégner. Mais j'ai découvert quelque chose en cours de route. Même quand on perd tout l'argent, la position, la famille, on peut toujours se reconstruire. Pas la même version, une meilleure, plus forte. La salle s'est tue. J'ai jeté un coup d'œil au public, certains hochant la tête, certains immobiles, tous attentifs. Aujourd'hui, notre entreprise emploie 10 personnes, ai-je dit. Nous avons déménagé dans un espace plus grand et nous prévoyons un petit site de fabrication. Chaque panneau solaire que nous installons est un morceau d'un rêve que j'avais autrefois enfoui dans un tiroir. Un rêve qu'on m'avait dit d'oublier. Mes yeux ont de nouveau trouvé ceux de Darren. Son sourire était discret mais large, et cela m'a frappé en pleine poitrine, chaud et vif à la fois. Je ne travaille plus pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Je ne travaille plus pour réparer des choses que je n'ai pas cassées. Je travaille parce que je le veux, parce que c'est important pour moi. C'est ça, la liberté. Le public s'est penché en avant, écoutant sans un mot. Le revenu ? Bien sûr, il est là, ai-je continué. Mais ce n'est pas le prix. La vraie récompense, c'est ça. J'ai fait un geste vers Darren. Quand votre propre enfant vous regarde et dit « Je suis fier de toi ». Il n'y a pas de chèque de paie qui puisse égaler ça. Une pause, quelques murmures doux, puis une vague d'applaudissements discrets. Après, plusieurs personnes sont venues me serrer la main, poser des questions, offrir des remerciements. Un homme est resté plus longtemps. Il semblait avoir la cinquantaine, portant une fatigue qui me semblait familière, le genre de douleur qui ne sait pas où aller. Il a partagé un peu de son histoire, comment sa famille s'était délitée, comment il était resté coincé dans cette douleur, convaincu qu'il était trop tard. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Raymond, en vous écoutant, vous m'avez fait penser que je pouvais peut-être recommencer. J'ai rencontré ses yeux, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que j'avais été. Un homme au bord de l'inconnu, se demandant s'il était trop tard. Je lui ai fait un sourire doux et j'ai posé une main sur son épaule. Alors, commencez, ai-je dit.